Ok, imagine-toi dans le métro, assis tranquillement. Tu regardes autour de toi, tu vois des dizaines de personnes toutes différentes. Certaines grandes, d'autres petites, des styles vestimentaires variés, des regards sérieux, des sourires et même des visages fatigués. Et là, sans même t'en rendre compte, ton cerveau se met à comparer. Il a l'air plus confiant que moi, elle est mieux habillée, il a une meilleure coupe de cheveux, etc. Est-ce que ça te dit quelque chose? Si oui, c'est totalement normal car la comparaison est inévitable. On le fait tous, tout le temps, consciemment ou non. Et on nous dit même souvent qu'il faut arrêter de se comparer et que ça n'apporte rien de bon. Mais, et si je te disais qu'au contraire, la comparaison n'est pas une mauvaise chose et qu'elle pourrait même être une force? Tout d'abord, les neurosciences nous apprennent que notre cerveau est équipé de ce qu'on appelle des neurones miroirs. Découvert par Rizzolatti dans les années 90, ce neurone s'active quand on observe quelqu'un d'autre accomplir une action. Résultat, on imite, on compare, on apprend. C'est notamment grâce à ça qu'un enfant apprend à marcher, à parler, mais aussi à se comporter. Autrement dit, la comparaison est un moteur d'apprentissage. La psychologie a aussi son mot à dire sur le sujet, avec la théorie de la comparaison sociale. Développée par Léon Festinger dans les années 50, elle dit simplement ceci. Les humains ont besoin de se comparer aux autres pour savoir où ils se situent. Exemple, sans te comparer, comment serais-tu si tu es bon en sport ou si tu es compétent dans ton travail? On évalue nos compétences, nos apparences et nos comportements, toujours en fonction d'un référentiel. Ça rejoint donc les neurosciences sur le fait que la comparaison n'est pas un bug du cerveau, mais un outil d'évolution. Depuis toujours, l'humain observe les autres pour apprendre, et c'est comme ça qu'on progresse en société. Mais le problème ne vient pas de la comparaison en elle-même, mais de l'interprétation qu'on en fait. En effet, deux personnes exposées à la même comparaison vont sûrement en tirer des conclusions différentes, car chacun rapporte la comparaison à sa propre personne. Sauf que de nos jours, c'est devenu commun d'utiliser la comparaison pour se rabaisser, même inconsciemment, notamment avec les réseaux sociaux. On voit chaque jour des personnes sur internet montrant leur réussite ou ayant le corps que l'on aimerait avoir. C'est ce qu'on appelle la comparaison ascendante. Et même si vous arrivez à arrêter totalement les réseaux sociaux, la comparaison inverse peut arriver, et un surplus d'ego mal placé peut apparaître chez vous. C'est bien sûr un faux sentiment de supériorité qui vous empêche de progresser. C'est ce qu'on appelle la comparaison descendante. Mais donc, comment faire pour arrêter de tirer de mauvaises interprétations de nos comparaisons? Voyons ça par un petit exercice. Ok, tout d'abord, ferme les yeux et imagine-toi comme tu es actuellement. Ton look, ta façon de parler, ton caractère, ta situation financière et tout ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Maintenant, imagine-toi la meilleure version de toi-même. Mais attention, ça doit être une version réaliste. Tu ne peux pas te rajouter des centimètres ou changer totalement la forme de ton visage par exemple. Je veux que tu imagines la version qui a atteint ses objectifs, qui a surmonté ses peurs et qui est fière de soi. Cette meilleure version, si tu la compares à ton toi actuel, elle garde certaines particularités qui ne changent jamais, comme la taille, la voix ou encore le caractère profond. Ça, c'est ce qu'on appelle une comparaison verticale ascendante. C'est-à-dire que tu te compares à quelqu'un de mieux, mais comme c'est toi-même, ça devient une source de motivation, car le changement est vraiment possible. Et tu peux, en théorie, devenir cette personne que tu imagines. Dans ce cas-là, la comparaison devient un chemin atteignable au lieu d'un mur infranchissable. Améliorons un peu notre exercice. Imagine qu'on rajoute, en plus de ta meilleure version, une personne totalement aléatoire à côté de toi. Quelqu'un que tu inventes. Tu lui donnes l'âge, la taille, les qualités que tu veux. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que la personne que tu as imaginée ressemble à ta meilleure version? Dans la plupart des cas, la réponse est non. Et c'est intéressant car, comparé à ta meilleure version, tu as utilisé cette fois-ci la comparaison non pas pour te motiver à devenir cette personne, mais pour au contraire souligner ta différence. En psychologie sociale, on appelle ça la comparaison latérale. Tu observes une différence sans la juger meilleure ou pire, simplement différente. La comparaison, ici, ne crée donc pas de jalousie, elle crée une prise de conscience. Tu n'as pas besoin d'être comme l'autre parce que ta différence a de la valeur. L'importance de cet exercice, et là où je voulais en venir, est que je pense qu'on utilise trop la comparaison verticale dans la vie de tous les jours. La comparaison qui émet un jugement et qui nous place forcément dans un état de supériorité ou d'infériorité face aux choses. Alors que dans la plupart des cas, comme celle du métro par exemple, ce sont seulement des comparaisons latérales et il n'y a rien à en tirer.
c'est seulement notre cerveau qui s'occupe l'esprit et qui fait son travail. Je terminerai par dire que le but n'est pas d'empêcher son cerveau de comparer, mais de décider comment on interprète ce constat. Savoir si c'est une comparaison neutre ou si c'est une comparaison réaliste qui peut te faire avancer vers la meilleure version de toi-même.